Qu'est-ce qui inquiète le plus les dirigeants? C'est l'aspect économique. On n'a pas de temps, pas de ressources humaines et pas d'argent. Ah, me faites pas chier avec l'écologie. Ouais. Il y a une sanction financière. Personne physique, 1500 euros. Personne morale, donc 7500 euros. On est confronté au problème, on réagit au problème immédiatement. Et une fois que le problème est passé, on l'oublie. Le moins cher, il se prend le plus cher. Mettre une pompe à chaleur dans une passoire thermique, il n'y a aucun intérêt. Réfléchissez sans aide, vous allez avoir la valeur de l'argent, la valeur de ce que vous allez faire comme action. Surtout, ne pas être déçu. L'énergie fait tourner le monde. Mais qui fait tourner l'énergie? Bienvenue sur Courant, le média qui fait parler de ceux et celles qui construisent l'énergie. Le média qui part à la rencontre de celles et ceux qui construisent l'avenir énergétique. Entrepreneurs, dirigeants, experts, personnalités politiques, investisseurs, industriels, élus, innovateurs. Nous donnons la parole aux femmes et aux hommes qui imaginent, financent, développent et déploie les solutions qui façonnent le monde de demain. Parce que derrière chaque projet, chaque innovation et chaque décision, il y a des parcours, des convictions, des succès, des échecs et donc des enseignements qui méritent d'être partagés. Notre mission est simple, rendre l'énergie plus compréhensible, plus accessible et plus humain. Je suis Fabien Pasco, bienvenue sur Courant. Et voici leur histoire. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Courant. Effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant avec William Deneuve, qui fait partie de la CCI, qui est là aujourd'hui pour accompagner justement des entreprises qui souhaitent faire la transition écologique, énergétique. Je vais le laisser se présenter parce que c'est ce qui est le plus intéressant. J'aime bien mes invités à ce qu'ils se présentent, comme ça au moins il permet de dire avec ses mots ce qu'il fait. À ton tour. Super, merci Fabien. Donc bonjour, moi je suis William Deneuve, donc je suis conseiller transition énergétique à la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Mon poste, c'est que je suis chargé de mobilisation sur un programme qui s'appelle Mon parcours d'économie d'énergie. C'est un programme qui aide les TPE-PME du secteur tertiaire et industriel dans leur transition énergie. Donc mon but, c'est de faire parler du programme, c'est de faire connaître le programme. Bien sûr. C'est aussi de sensibiliser aux enjeux de l'énergie pour les TPE-PME auxquels souvent elles sont forcément confrontées d'un point de vue facture purement économique. Mais d'un autre côté, le gros souci, c'est la réalisation des actions d'efficacité énergétique. Et donc, il y a une différence entre ce qui est subi et comment on agit dessus. Donc, nous, on est là pour aider les artisans, les commerces, les entrepreneurs sur ces sujets-là. C'est très sympa ça d'ailleurs, et ça fait combien de temps que la CCI met ça en place? Alors, c'est un programme qui est porté par l'ADEME initialement, donc Okay. l'ADEME, l'Agence de transition écologique. L'idée, c'est que ça fait assez longtemps qu'on est sur que l'ADEME, en tout cas, est sur ces problèmes d'efficacité énergétique et ces problèmes de transition énergétique, Ouais. surtout sur les petites entreprises, parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les gros acteurs industriels ou les grosses entreprises qui ont une consommation énergétique très importante, mais qui sont très bien maîtrisées, notamment avec des systèmes de management de l'énergie et autres. Mais la cible manquante, c'est vraiment les petits entrepreneurs, les TPE, les PME qui subissent de plein fouet un petit peu ces variations énergétiques. Mais comme je disais, il y a une différence un petit peu dans la réalité, comment c'est géré. Et donc il y a eu des programmes historiques. Donc il y a eu le programme SAR qui avait été lancé. Il y avait le programme Baisse les watts. Baisse les watts, pareil, c'était un petit peu ce premier pas d'accompagnement sur ces petites entreprises pour réaliser où sont leurs postes de consommation, où sont les difficultés, etc. Mhm. Et maintenant, on en arrive un petit peu à une fusion de ces programmes-là. L'idée, ça a été de créer le Mon parcours d'économie d'énergie, donc, qui s'appelait aussi Pacte Entreprise, tout un tas de dispositifs, hein, mais on essaie d'éclaircir tout ça. Donc, et on en arrive à là. Donc, création en 2024, Okay. au tout début, Mon parcours d'économie d'énergie, pour une durée de 4 ans, donc jusqu'à fin 2028. De 2024 à 2026, ça a été assez diffus le lancement, puisque c'est un programme qui est national. Donc chaque CCI et chaque entité locale, régionale avance sur ces sujets-là à sa vitesse. Mhm. Donc c'est un petit peu différent selon les endroits. Nous, en tout cas, sur Paris, là, on est en plein dans le lancement. Là, ça y est, on est lancé, on est signé, les conventions sont faites. C'est parti. Là, c'est lancé. Voilà, nos conseillers sont formés. Là, on commence à vraiment être opérationnel sur ces accompagnements-là. Et voilà, donc là, on va jusqu'à fin 2028 avec ce programme-là. Et voilà, on verra où est-ce que ça nous mène et où est-ce qu'on peut accompagner les entreprises. Ouais, super. Bah, c'est tout de suite déjà une belle aventure qui commence. Et je pense qu'il y a un grand besoin de soutenir les PME, PMI. Dans tout domaine, ils se font quand même éclater. C'est vrai que les pauvres, c'est toujours ceux qui subissent un peu. Donc, c'est appréciable que justement l'ADEME et la CCI se mettent en lien pour les aider parce qu'il y a vraiment un grand besoin. Tu es en contact avec de nombreuses entreprises aujourd'hui. Qu'est-ce qui inquiète le plus les dirigeants sur ce sujet-là? Ouais, en priorité, forcément, c'est l'aspect économique.
Ouais. Ça, c'est sûr, surtout les petites entreprises. On parle toujours argent et donc déjà, c'est compliqué les années sur le sujet de l'énergie. On va pas se mentir que c'est pas forcément un sujet qui est passionnant pour eux parce que c'est un sujet qui est, je pense, qui est technique. J'ai pas encore toutes les clés de compréhension de pourquoi est-ce qu'on a du mal à aider les acteurs, mais en tout cas, je commence à essayer de réfléchir de mon côté. Il y a déjà un peu ce sujet qui est très technique, qui est complexe même dans les dispositifs de soutien. Donc, d'où l'idée du programme aussi, un peu de clarifier. On a vu chez les particuliers MaPrimeRénov'. Pareil, MaPrimeRénov', l'idée d'un point de vue gouvernemental, c'était de clarifier un guichet unique d'accompagnement pour les particuliers. Mais ça reste que derrière, le fonctionnement du dispositif est quand même aussi compliqué. Et pareil, toujours soumis à des variations de budget, soumis à des variations de conditions d'obtention et autres. Donc au final, il y a un peu, je pense qu'il y a une méfiance sur les sujets de l'énergie Ouais. qui commence à devenir un peu historique, même si c'est relativement récent, mais avec le démarchage téléphonique, en fait, des petites pratiques, mais qui viennent parasiter un peu la perception de la chose, Bien sûr. et même pour les jusqu'aux entreprises, Ouais. surtout les TPE, PME, on n'est pas loin du particulier des fois, en fait, dans le raisonnement, Complètement. où on réfléchit complètement différemment d'une grosse entreprise à une toute petite TPE, où il y a un gars qui a 2 salariés, ou même des fois il est tout seul, parce qu'il est solo entrepreneur, enfin, et encore plus chez les artisans, qui ont une cible complètement différente. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment, je pense, une méfiance sur la partie énergie. On ne comprend pas bien, c'est assez flou. Et quand on ne comprend pas bien que c'est flou, ça a l'air difficile, on ne s'engage pas. Et en plus de ça, il y a quand même cette perception que c'est cher, puisque la rénovation, quand même, ce n'est pas gratuit, c'est sûr. Donc, je pense qu'il y a vraiment des gros freins, plus un manque de temps. Les personnes qui sont déjà sensibilisées, que ce soit au sujet énergie ou environnement, ou quel qu'il soit, il y a ce frein de dire on n'a pas de temps, pas de ressources humaines non plus, et pas d'argent. Moi, j'aime bien citer cette petite statistique que 60% des TPE-PME, selon une étude de l'ADEME, ont moins de 2500 euros annuellement à contribuer à leur transition énergie. Au-delà des statistiques pures et dures, moi je le vois, effectivement, où sont les sous pour aller mettre dans le remplacement de toutes les menuiseries de l'entreprise quand on a déjà une trésorerie qui est tendue. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc il faut des dispositifs d'aide, etc. C'est vrai que là, pour le coup, vous solutionnez en fait justement ces entreprises-là. Et là, c'est bien de le mettre en avant parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant encore de cette formule que vous proposez. Mhm. Mais ça permet pour eux d'avoir une certaine confiance parce qu'on se dit, on a affaire à la CCI quand même. Ils vont pas nous balancer n'importe qui, en tout Ouais, cas ouais. pour étudier la transition énergétique chez eux. Et pour le coup, là, vous êtes là pour ça. C'est ça, ouais. Nous, avec les chambres de commerce, alors ce que j'ai pas dit encore, c'est que c'est un programme qui est porté aussi par les chambres de métiers de l'artisanat. On a d'autres acteurs en fait La CMA, ouais. qui déploient le programme, puisque c'est pas uniquement un programme que nous on garde jalousement en interne uniquement pour fédérer nos clients à la chambre de commerce. L'idée, c'est vraiment de massifier la transition énergétique et la décarbonation, surtout des petites entreprises. Donc l'ADEME a eu cette très bonne idée d'utiliser des acteurs locaux qui sont déjà implantés dans le territoire, qui touchent déjà des cibles professionnelles et qui sont déjà dans des réseaux. Oui. Donc la chambre de commerce, c'est vrai que ça paraît une évidence. Je prêche pas pour ma paroisse, mais c'est vrai que la chambre de commerce, quand on est une petite entreprise, c'est difficile de passer à côté, Ouais. puisqu'il y a tellement d'accompagnements qui sont réalisés que nous, on aide à 360 degrés les entreprises. C'est ça. Donc ça, c'est génial. Et à côté, par exemple, pour les cibles plutôt des artisans, pareil, qui est une cible très spécifique, qui a besoin de contact de proximité, eux, ils sont beaucoup plus proches de leur chambre, de leur CMA, Oui. puisqu'ils sont rattachés. On a aussi des cas spécifiques de double immatriculation, des entreprises, des petits artisans ou commerces qui sont à la fois à la CMA et à la CCI. Mhm. Bon, voilà, il y avait déjà ces problématiques-là de dire, d'un point de vue purement enregistrement, en fait, dans l'INSEE, comment on fait et surtout après comment on étend au maximum. Donc il y a aussi les ALEC, donc les agences locales énergie-climat, Ouais. et les CRES, les chambres régionales d'économie sociale et solidaire. Ok. Donc on a plein de types d'acteurs différents qui viennent toucher. Donc les CRES, plutôt des acteurs associatifs, Ouais. associatifs à la fois de l'ESS, mais à la fois aussi juste associatifs. Les CMA avec les artisans, la CCI un petit peu avec tout type d'acteurs différents, surtout Bien sûr. plus les PME, parce qu'on a plus l'habitude de travailler avec des PME un petit peu plus grosses que juste l'artisan. Donc dans notre carnet, c'est un peu ça notre différence avec Avec la CMA. avec la CMA. Hmm. Il y a de ça. Et les ALEC, ce sont c'est des structures associatives, mais qui sont engagées dans la transition énergie depuis toujours. Donc eux, ils ont une expertise très fine, très poussée sur la thermique du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment complémentaire. Donc nous, on essaie vraiment de développer au maximum ce programme au travers de ces agences-là et de trouver à la fois le bon client pour la bonne agence, en fait, un petit peu. Donc c'est ça, et on essaie de travailler en collaboration. Ouais, très bien.
Gros travail de Ouais. coordination, puisque forcément, Bien sûr, ouais. on se partage, nous, en Essonne, en tout cas, si je parle un petit peu sur là où je suis basé, bah, on a vraiment cet enjeu de coordination, forcément, puisque bah, on a chacun nos territoires, on a chacun notre base client, et donc bah, comment est-ce qu'on accompagne? Mais bon, au final, le message, il est le même, l'objectif, il est le même, c'est effectivement d'aider l'entrepreneur euh, dans ses actions d'efficacité énergétique. Donc, Ouais, voilà. complètement. Ouais. Mais donc, on essaie de faire au mieux, effectivement, pour bien couvrir, bien trouver la bonne cible, etc. Et est-ce que tu l'as vu, est-ce que tu ressens quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a un secteur qui est plus concerné, qui se sent plus concerné ou qui a plus de difficultés en tout cas à faire cette transition écologique? Est-ce que tu parlais souvent tout à l'heure des artisans? Mhm. Est-ce que tu saurais dire justement des secteurs comme ça qui sont vraiment touchés et qui ont du mal à réagir par manque de finances peut-être, Ouais, ouais. par manque de solutions, peut-être par structure de bâtiment qui est aussi atypique, des fois ça peut arriver. Ouais, ouais, bah, il y a plein de freins, hein. C'est malheureusement le problème. On essaie de trouver des solutions. Il y a déjà un premier frein qui est au-delà des acteurs en tant que tels, c'est est-ce que l'entrepreneur est locataire ou propriétaire? Eh oui. Et ça, c'est un gros enjeu, puisque après la discussion, elle se fait. Ça dépend du bail, mais effectivement, même dans les conditions du bail, la plupart du temps, c'est à la charge du propriétaire. Oui. Donc le problème, c'est que même si le locataire a toutes les bonnes intentions du monde, si le propriétaire ne veut pas engager de travaux, là, il faut aller vraiment, être vraiment dans la discussion et essayer de toujours trouver des compromis. Il y a ce sujet aussi d'un point de vue purement réglementaire, du décret tertiaire, Ouais. où le preneur à bail, donc le locataire, est tout aussi assujetti au décret tertiaire que le propriétaire. Ouais. Sauf que si dans la réalisation, le locataire n'a pas la main sur les travaux de rénovation, puisque dans le bail, logiquement, ça devrait être au propriétaire de s'occuper de ces travaux-là, bah là, on est un peu dans une impasse. Dans C'est une ça. impasse de discussion où c'est au preneur à bail de dire au propriétaire, on est assujetti au décret tertiaire, en tout Ouais. cas vous l'êtes, au travers de notre location. Donc maintenant, il faut engager des actions de réduction d'ici 2040, c'est Mhm. 2030. Mhm. Donc, puisque le décret tertiaire, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'obligation un petit peu de réduire ses consommations d'énergie de 30%, je dis pas de bêtises, que je me rappelle bien mes chiffres, mais donc on est à partir de 2030, 2040, 2050, on a 3 échelons. Ouais, c'est Et ça. donc c'est 40, 50 et 60%. Oui, C'est ça, hein. exactement. Voilà, Ouais, ouais, le c'est ça. 30%, c'est 2030. Ça y est, je me remets. Et donc, typiquement, toutes les surfaces de plus de 1000 mètres carrés sont assujetties à ce décret-là. Oui. Le sujet est qu'il y a beaucoup beaucoup de surfaces qui ne sont pas au courant de ce fait qu'ils soient assujettis. Parce que c'est plus compliqué que ça. C'est pas forcément vous louez aujourd'hui 1000 mètres carrés ou plus. C'est que si vous êtes même dans une unité foncière qui est de plus de 1000 mètres carrés et c'est la seule et même unité, et ben en fait, vous êtes quand même assujetti, même si vos locaux ils font 20 mètres carrés. Ah, Et ah voilà, oui, là c'est un sujet intéressant parce que ça, effectivement, on n'a pas connaissance. c'est ça. Donc il y a déjà de ça. Il y a une méconnaissance de la réglementation. Ouais. Je pense que de ce que j'avais lu, on est autour là, de la cible d'ici 2030. Je crois qu'on n'est même pas à 10% qui sont en conformité Ça par m'étonne pas. rapport au décret. Parce que là, en fait, on a trop de problématiques de compréhension du décret et même d'aide, en fait, tout simplement, de dispositifs d'appui. Ouais. D'où le programme, encore une fois, où il y a vraiment besoin de coordination, d'explication, de sensibilisation et d'accompagnement. Bien sûr, ouais. Et ça, le décret tertiaire, c'est un vrai enjeu. Donc Ouais. il y a déjà ça, au-delà des entreprises. Je dirais que ceux qui sont le plus en avant sur cette partie énergie, c'est les industriels. Petits ou gros, en Ok. fait. Parce que l'industrie, c'est le secteur qui se décarbone le plus, Ouais. depuis les années 70. Ouais. Parce que l'industriel, c'est leur cœur de métier, c'est l'énergie. Donc eux, ils utilisent de l'énergie en permanence dans leur process. Mhm. Donc eux, souvent aussi, même la réglementation a avancé beaucoup plus rapidement sur la partie industrielle pour leur mettre des limitations et dire, OK, on a besoin de GTB, on a besoin de systèmes de management de l'énergie, vous voulez des certifications, vous voulez être ISO 50001, très bien, il va falloir des référents énergie. Et donc tout ça, en fait, la réflexion énergétique, elle est au cœur des industriels. Là où pour le tertiaire, qui est quand même la majorité de nos acteurs aujourd'hui en France, il n'y a pas besoin de référent énergie quand on a un salon de coiffure. Donc, effectivement, il y a un peu cette problématique de responsabilisation aussi. Maintenant, après, ce qui est très compliqué dans le tertiaire, c'est qu'en fait, on est en permanence dans l'activité en tant que telle et la relation client. Et quand on est dans la relation client, je pense que c'est dans l'usage, hein, mais on ne pense pas trop à comment on fait la relation client. En fait, au quotidien, on est pris, je prends l'exemple du café ou du restaurant, en fait, on est pris dans son service, on est pris dans ses shifts, on est pris dans sa gestion d'équipe, parce qu'à la fois, il y a tout ce relationnel interne et aussi donc externe avec les clients. Et en fait, on ne pense pas trop aux problématiques. On a du mal à. Le propriétaire d'un restaurant, c'est extrêmement dur de le faire asseoir, de dire là, vous avez peut-être un souci de confort d'été. Ouais, ouais, Lui, ouais. il en a rien à cirer. Très concrètement,
Au final, oui, si ses clients vont lui remonter une problématique, ils vont lui dire il fait extrêmement chaud dans votre restaurant, et donc au final, les gens vont partir. Oui. Mais typiquement dans Paris, où il y a des centaines de milliers de restaurants de partout, bah, ça, c'est pas trop un sujet pour lui, parce qu'il y aura aussi toujours de la demande, etc. etc., etc. Oui, bah oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que c'est bien de le préciser. Aujourd'hui, on se rend compte que, comme tu le disais, une PME, PMI, bien souvent, ils sont très occupés sur leur activité première, sur leur Mhm. gestion d'équipe, sur leur gestion, même s'ils sont pas nombreux, ils ont déjà énormément d'administratifs, ils ont vraiment pas connaissance. Et là, j'insiste là-dessus parce que les personnes qui nous regardent et qui ont des PME, PMI, justement, c'est bien de se référer justement à la CCI pour qu'ils vous accompagnent sur ces sujets parce qu'il il y a toute une réglementation, tu en parlais tout à l'heure, la décret tertiaire 2030, qui est très peu connue. Mais si vous n'êtes pas en règle, il y a une sanction financière. Je ne sais Mhm. pas si tu es au courant de ça, mais je me suis intéressé aussi un peu au sujet. Je crois que si c'est une personne physique, c'est 1 500 euros par an. Si c'est une personne morale, donc une entreprise, c'est 7 500 euros par an. Il faudrait vérifier les chiffres, on les mettra justement sur la vidéo. Mais il y a quelque chose comme ça. Donc il est quand même intéressant parce que les PME, PMI, comme tu dis, ils n'ont pas des gros budgets. Mhm. Bon, il faut éviter ces sanctions-là, quoi. Ah bah, c'est clair, là c'est couteau à double tranchant, quoi, donc C'est ça. c'est très complexe. Pour l'instant, alors moi de ce que j'ai lu, c'est qu'actuellement on n'est pas encore dans justement un peu la punition Non, du règlement, on a encore un peu de des temps. critères. Ça, il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Je pense qu'effectivement ça risque d'évoluer, c'est Ouais, sûr, parce que ouais. la partie énergie, ça va devenir un enjeu stratégique majeur. On en parle tout le temps, on en parle de souveraineté, on parle de gérer son énergie. Il y a encore pas si longtemps, on l'oublie parce qu'il fait super chaud, mais il y a encore pas si longtemps, l'hiver, on disait attention aux consommations parce que là on n'arrive pas à produire autant qu'on consomme. Il y a quoi? Il y a 2 3 ans de C'est ça, je pense. ça. Ouais, Et ouais, en fait, c'était hier, quoi, en fait. ouais, Et ça peut revenir aussi tout à fait. bien sûr. Donc, toute cette gestion de l'énergie, ça va devenir un enjeu majeur qui va encore se renforcer, qui va encore se renforcer. Donc, il faut être absolument au devant de cette problématique-là. Bien sûr. Et au-delà, juste d'un point de vue purement réglementaire, c'est quelque chose qu'on parle jamais, mais pourtant qui est fou quand même. Enfin, moi, je trouve ça dingue. C'est le confort. Ouais. C'est que au final, on habite un bâtiment, on habite un espace, et que ce soit en tant que travailleur, que ce soit en tant que juste particulier, au final, ce qu'il en ressort, c'est pas plutôt, oui, ok, quand une entreprise, on va regarder combien ça me coûte, mais au final, si vos équipes, elles sont en train de suer 24 jours sur 30 dans le mois, qu'elles sont en difficulté, qu'au final, c'est de Ouais. l'épuisement physique, c'est de l'épuisement mental, Ouais. parce que, bah, et donc tout ça, c'est hyper important, même dans le bien-être des équipes. En final, quand on vient travailler, on a aussi on a envie d'avoir des bonnes conditions. On est protégé en France par un cadre réglementaire quand même, sur la qualité de l'air, voilà, sur les espaces. On a quand même un droit du travail qui est quand même assez important, mais ça Mhm. empêche que, pareil, encore une fois, des fois la réalité du terrain est un peu différente, et qu'il y a des petits écarts, ou même quand on est dans les normes, même quand on est conforme à la loi, bah, c'est juste désagréable de venir au travail, on n'a pas envie de venir au travail dans des conditions difficiles. Donc il y a aussi cette idée de fidélisation un peu des collaborateurs quand on a un bon bâtiment qui fonctionne bien, qui est agréable, tout Ouais, simplement. complètement, C'est bête, mais complètement. c'est intéressant. Et est-ce que depuis justement cette fameuse crise énergétique que tu parlais il y a maintenant, bon, je pense que c'était il y a 2 3 ans, mais je suis pas sûr des chiffres, Mmh. est-ce que tu as observé des changements euh, après ça? Est-ce que tu as eu connaissance, en tout cas, je sais que tu n'étais pas tout de suite à la CCI, Ouais. mais est-ce que de ton point de vue à toi, même dans ton voyage, parce que finalement, Mmh. je sais que tu étais parti au Canada, on pourra en discuter d'ailleurs, Tout mais à fait, ouais. est-ce que tu as vu des changements depuis ça? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées en France? Est-ce que tu as eu connaissance de tout ça? Bah, pas vraiment, parce que malheureusement, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, avant le podcast, c'est que, il y a ce truc en tant qu'humain où on est confronté au problème, on réagit au problème immédiatement. Et Ouais, une fois que le problème est passé, on l'oublie. Et ça, parce qu'il y a un peu ce côté, on est fort. surtout sur les événements désagréables, hein, on l'a vu avec le Covid, où typiquement, là c'est un peu du passé, hein, mais le traumatisme est quand même un peu présent et on n'a surtout pas envie d'y revenir, par exemple. On n'est plus dans l'énergie, mais c'est un peu le même problématique, ou même quand il y a une crise énergétique, ou quand il y a une crise économique, en fait on a vite envie, au bout d'un moment on trouve des solutions, on s'adapte, mais après on a envie de les retirer. Et ça c'est très français, hein. Et Ouais, bon, ouais. c'est très humain tout court, mais c'est très français de dire ok on passe à autre chose. Mm, Et je pense que c'est un problème parce que j'ai l'impression que même dans les médias, la couverture médiatique, elle a un peu cet effet double tranchant ouais, aussi. Parce c'est qu'en vrai. fait, on nous bassine tout le temps de plein de sujets, et tout le Oui, temps de sujets très négatifs. Et pareil pour la transition écologique, où en fait, au final, ce que je regardais moi dans les sondages, c'est que en fait, le mot transition écologique, il veut plus rien dire, par exemple. Et quand on n'est pas expert du sujet, pour tous les Français, en fait, la perception, c'est qu'on on nous bassine en permanence sur la transition écologique, on nous bassine qu'il faut faire des efforts, machin, et en fait, on a cet effet de rejet complet.
Et l'énergie, c'est une extension de l'écologie, en fait, hein. Tout est lié. Et donc c'est pareil, on est un peu sur ces sujets, on est en mode, bon, c'est lourd en fait, c'est lourd, c'est de la charge mentale, c'est négatif. Typiquement, moi quand je fais un événement où on parle de ces sujets-là, en fait souvent les entrepreneurs, quand ils viennent dans un événement, pareil, il y a aussi ce biais cognitif, on vient dans un événement pour un effet positif. Ouais. On vient pour un effet de développement commercial, de faire de nouvelles rencontres, du networking. Et donc quand on arrive avec quelque chose qui est pour traiter des problèmes, bah en fait je pense qu'on a du mal à se lancer dans le sujet parce qu'on se dit, pas maintenant. Ouais. Pas maintenant, pas dans Encore ce un problème à moment. traiter. Voilà, c'est ça. Et c'est normal. Mais effectivement, j'ai un peu l'impression qu'on a la mémoire courte. On a la mémoire courte sur pas mal de sujets, que quand il y a différentes crises, on s'adapte très rapidement, mais après, l'oubli, il se fait aussi tout aussi vite, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, Parce que là, il y a eu le problème de crise à une année où il fallait qu'on fasse attention à notre consommation. Mais il y a aussi le prix du kilowattheure qui avait flambé. Ensuite, on arrive sur d'autres sujets. Enfin, il y a toujours un sujet, en tout cas, lié à l'énergie. Et malgré ça, j'ai l'impression que des fois, les dirigeants, en tout cas, ils ne sautent toujours pas le cap. Peut-être parce que c'est un sujet trop technique. On sait que c'est un sujet, en tout cas, avec des conformités, de la réglementation. L'électricité, c'est un sujet toujours un peu délicat. Mais bon, vous êtes là pour ça, vous. C'est ça, exactement, exactement. C'est aussi voilà, clarifier un peu et faire l'interface de vulgarisation, de sensibilisation entre tout ce qui est technique, tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est financier. Et nous, justement, d'arriver avec un accompagnement, une solution clé en main qui soit facile pour le dirigeant et qu'à la fin, on arrive à mettre des actions, en fait, tout simplement. C'est qu'à la place d'avoir de grandes paroles et d'être en permanence dans le discours de oui, il y a des aides, etc. Non, non, il faut dire comment ils fonctionnent ces aides. Ouais. Est-ce que vous êtes réellement éligible? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, vous, dans votre bâtiment? Parce qu'il y a toujours la différence entre grande théorie et réalité. Et c'est ça que moi, j'aime énormément dans ce que je fais à la Chambre de commerce, c'est qu'il y a ce truc de on va sur le terrain, on est pragmatique, on est là pour les entreprises. Et au final, les entreprises et surtout les petits entrepreneurs, en fait, c'est eux qui portent le pays parce qu'on parle beaucoup des gros industriels, mais c'est des machines qui tournent très très bien avec énormément de monde. Mais Ouais. en fait, voilà, votre boulanger, votre charcutier, tous les commerces de proximité, votre coiffeur, en fait, tout ça, c'est ce qui fait qu'au quotidien, vous avez une contact. Et au-delà de juste purement l'aspect génération économique, financier que ces entreprises apportent au pays, en fait, c'est de la valeur qui est invisible, c'est de la valeur de service, de proximité qui est hyper importante. Et quand on parle qu'il n'y a plus de commerce dans nos petits villages et autres, en fait, toute cette valeur-là, bah voilà, quand on l'a, on s'en rend compte. Quand elle disparaît, un petit peu moins. Donc moi, j'aime bien aller mettre un petit peu les mains dans le cambouis, comme on dit. J'aime bien un peu aller vraiment voir le boulanger et avoir un petit peu ses problématiques à lui et de se dire, OK, il faut rentrer en technique parce que peut-être qu'au début, je ne connais pas exactement le fonctionnement de ces groupes froids, etc., etc. Mais au bout d'un moment, il faut qu'à la fin, ils sortent, qu'ils soient contents parce qu'ils se disent, OK, je me sens pas seul sur ces problématiques-là. Moi, je vois ma facture baisser, je vois que mes équipements sont mieux gérés, je vois que mon business tourne mieux en fait. Et ça, une fois que le cap est passé, il faut le passer. Hein. Il n'est pas facile. Hein. Ah, il n'est pas facile. Hein. Faire passer du on a un problème à le problème est résolu et on a trouvé de meilleures méthodes et moyens de fonctionner, là il est dur. Mais une fois qu'il est passé, en fait, on est super content du travail effectué. Quoi. Bien sûr. Donc moi, c'est ça que j'aime et c'est ça que j'ai envie de faire passer aussi à tous ceux qui nous regardent. C'est n'hésitez pas à demander de l'aide. En fait, il y a toujours des experts qui sont là pour vous accompagner. C'est ce qu'on fait avec la Chambre de commerce. Bien Mais il y sûr. a toujours des experts qui sont là pour, entre guillemets, vous dégager cette charge mentale, cette charge de travail. Et en fait, vous mâchez complètement le travail. Et c'est notre but aussi parce que vous ne pouvez pas être sur tous les sujets, quoi, tout simplement. Non, tu as raison. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport aux dirigeants, quelle erreur tu vois le plus souvent des dirigeants quand tu amènes ce sujet-là? C'est quoi l'erreur qu'ils font le plus souvent? Bah, souvent, en fait, tout simplement, c'est qu'ils ne sont pas renseignés. En fait, Ouais. tout simplement. C'est juste... c'est un peu un déni aussi, tout simplement, des fois, où, bon... Non, je vois pas. Je vois ouais, pas. c'est ça, exactement. C'est mon business, il est là. Demain, j'ai mes équipes, tout ça. Et en fait, c'est juste de l'éviter, tout simplement. Mhm. Et de pas prendre ce petit temps, qui serait minime, hein, ce petit temps, ce petit 30 minutes, 1 heure, pour se poser, se sortir un petit peu de leur quotidien, un petit peu, et de réfléchir en plus large à leur business. Et ça, c'est hyper important. Et pourquoi c'est si fréquent? Pourquoi ils n'arrivent pas à... C'est cette vision, comme je disais, un peu négative, de cette perception un peu autour de la rénovation, de l'énergie, vu que c'est un sujet qui est quand même un petit peu complexe, qui est illisible. En fait, tout ça ne donne pas envie de s'y mettre, je pense. Il y a un peu ce truc-là. Par contre, une fois qu'on a réussi à poser le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise, et là, à la fin, on a toujours la même chose. À la fin de notre petit rendez-vous, c'est ah merci parce que en fait, je m'étais jamais vraiment penché là-dessus.
J'avais jamais pris du recul là-dessus, ou j'avais jamais réfléchi à ça, Et du j'avais coup, ils jamais adorent. vu ça. Et après, une fois qu'il y a ça, en fait, c'est bon, en fait. C'est gagné. C'est-à-dire qu'après, c'est pas, l'accompagnement, il peut s'arrêter un peu juste après ça, mais dans le fond, ça va aller quelque part. Ça Mm. va aller dans une réflexion. Quand j'étais, il n'y a pas très longtemps, justement, au siège de la CCI de Paris, Mhm. où j'avais fait cette formation pour les cafés, hôtels, restaurants. J'étais avec un restaurateur qui était en fait hyper intéressé par le sujet, parce que c'était quasiment une des rares fois où il sortait, je crois qu'il avait 2 ou 3 restaurants, il sortait de son restaurant, il sortait de ses équipes et de son quotidien, et il réfléchissait à des problèmes plus larges en tant que dirigeant. Et même au-delà de ça, c'est pas cet aspect de diriger et d'être au-dessus des personnes, c'est juste de réfléchir à l'ensemble de ses responsabilités. Et sur plein de sujets qu'il ne connaissait pas, typiquement, il n'était pas au courant qu'il y avait des LED de très mauvaise qualité, d'autres, il y avait des LED de très bonne qualité. Et c'est des choses, mais vraiment basiques pour moi qui est tout le temps dedans, en me Oui. disant, il y a des équipements de plein de qualité, etc. Et en fait, on n'avait juste pas la même réalité. Et lui, il s'en est rendu compte en se disant, ah ok, c'est hyper intéressant, j'avais pas réfléchi à, ok, peut-être qu'il va falloir que je fasse un relamping en fait, parce que je vois que je comprenais pas pourquoi mes LED consommaient autant que ça, alors que les LED, j'entends tout le temps parler que c'est super économe en énergie et autres. Et donc, plein de petits points où en fait, des fois, on se rend compte en allant creuser des sujets, ou même on parlait à ce moment-là des problématiques de chauffage, équipement de froid, process de cuisson, Oui. dire tout simplement, éloignez vos circuits chauds de vos circuits froids, groupe froid, enfin, parce que ça a été disposé comme ça dans la cuisine, mais en fait, du coup, au final, bah, Ça aide pas. c'est ça, les équipements fonctionnent beaucoup moins bien, parce que le process a besoin justement d'une température ambiante, modérée, et à la place, bah, justement, on a foutu un groupe chaud à côté, donc forcément, le frigo, il va un peu peiner à faire son travail, quoi. Ah, bien sûr. Donc, plein de petits réflexes, en fait, que naturellement, au quotidien, on peut pas prendre le temps. Oui. Et même parler aussi des usages, tout simplement. Parce qu'on adore parler théorie, c'est souvent le cas des énergéticiens, des experts. On parle toujours théorie, la super isolation, s'occuper des combles, etc., etc. Mais un bâtiment super bien géré d'un point de vue théorique, il peut avoir un usage complètement différent. Eh Et oui. ça, pareil, dans les équipes, c'est hyper important. C'est ce qui avait été soulevé justement pendant cette formation-là. Comment est-ce que est réellement utilisée l'entreprise? Comment Mhm. est-ce qu'est vraiment utilisée? Comment est-ce que les équipes au quotidien fonctionnent? On parlait de ça aussi sur la différence, je sais pas, simplement de perception de température entre les hommes et femmes. Qu'on peut régler, je sais pas si tu connaissais ça un petit peu, mais Non, que ouais. justement, les femmes, pourquoi est-ce qu'elles ont tout le temps besoin un petit peu d'une température plus élevée? Parce que biologiquement, c'est un besoin. C'est Ok. que nous, en tant qu'hommes, on supporte plus facilement les températures un petit peu plus froides. Ouais. Et donc, très facilement, on a ces écarts de perception de température entre les hommes et femmes dans les bureaux ou dans des locaux. Parce que nous, on est un petit peu plus résistants et inversement, elles ont un besoin un petit peu plus de chaleur. Et donc, Ok. quand ça arrive que tu beaucoup d'hommes qui disent non, ça va, c'est ok, la température est bonne, mais en C'est vrai, fait, ça. derrière, tu vas avoir souvent des femmes qui vont dire non, moi je trouve qu'il fait un peu frais, il fait un peu froid. C'est purement biologique. Et ça, typiquement, c'est pas pris en compte, mais dans les usages, ça va changer. C'est que si effectivement, bah, tu vas être dans un bureau d'une femme qui va légèrement avoir plus froid, bah, forcément, elle va vouloir changer la température. Mais si tout est contrôlé par une GTB et que derrière tout est bloqué, Ouais. et donc après, ça crée de la frustration. Et donc Oui. après, la théorie, elle est différente de la perception. Et ça, moi, j'adore analyser ce phénomène, que c'est hyper important de prendre en compte comment est-ce qu'on habite les logos. Et Eh oui, c'est ça. tout simplement. Ouais, bien sûr. Ouais. Et tu saurais me dire justement, parce que là tu vois beaucoup d'évolution là-dessus, est-ce que tu vois une différence entre les entreprises aujourd'hui qui arrivent à avancer bien sur le sujet et ceux aujourd'hui qui subissent? Est-ce que tu arrives à cerner cette différence entre les deux entreprises? Est-ce que ça se perçoit? C'est peut-être la façon dont réfléchit le dirigeant, peut-être Mm. la perception, peut-être l'approche justement, peut-être financier aussi tout Ouais, ouais. bêtement. Bah, toujours, ça s'inscrit dans une démarche globale, en fait. Souvent, hein. L'énergie, il y a très peu d'entreprises qui avancent uniquement sur le sujet de la réflexion énergétique et qui passent par là. Euh, Souvent, le point d'entrée, ça va forcément être un inconfort. Ok, Souvent, ça va être effectivement, là, l'été, c'est invivable. Là, l'été, nous, on n'a pas de clim. Là, les employés, ils en peuvent plus. On est dans les entrepôts, voilà, dégouline. c'est impossible. Non, c'est clair. Et souvent, ça vient de ce point d'entrée d'inconfort. J'ai encore eu le cas là récemment sur une entreprise qui est assujettie au décret tertiaire, qui le savait plus ou moins, mais comme ils étaient locataires aussi, bon, ils n'ont pas forcément avancé sur le sujet. Et derrière, en fait, ça vient vraiment du phénomène de dire, bah là, pas en pleine canicule, invivable. On est obligé de faire autre chose. On rentre par là.
Et ensuite, après, comme je disais, l'accompagnement, il peut s'arrêter un petit peu à mi-chemin des fois, où en fait, voilà, on a déjà enclenché une dynamique, mais on va peut-être pas faire les travaux tout de suite. Enfin, c'est aussi des actions qui prennent du temps, parce que au-delà il y a toute la phase de réflexion, toute la phase d'identification des problématiques, Qui est longue et déjà. après, déjà qui est déjà longue, Mhm. puis après toute la phase travaux qui est encore plus longue. Oui. Donc si après, et puis même recherche, financement et autres. Donc c'est vrai qu'il faut voir ça étalé dans le temps. Donc c'est difficile d'avoir des. Il y a des fois des petites quick wins, hein, des petites victoires assez rapides qu'on peut faire, voilà, peut-être en se disant. On va essayer de se protéger du soleil de telle manière, on va essayer de travailler uniquement sur je sais pas, des robinets thermostatiques pour le moment, on essaie de faire de grappiller un petit peu des fois des économies par-ci, par-là. Mais c'est vrai que les gros travaux, et comme une rénovation, une toute bonne rénovation se fait dans son entièreté et dans sa globalité, bah, ça prend du temps. Donc il Ouais. faut accepter que ça prenne du temps. Il y a des entreprises qui, pour moi, sont toujours en avant un petit peu de ces sujets, mais dans une dynamique globale. Quand elles ont une stratégie un peu RSE, qu'elles ont une vision de leur business, en fait, qu'elles ont déjà un point de vue un peu à la troisième personne de, Oui. de leur business. Ok. Quand on n'est pas au quotidien dans l'opérationnel, bah, on arrive à prendre plus ou moins un pas de recul, à la fois sur tous les sujets, hein, mais sur justement comment fonctionne vraiment le business, les employés, le bien-être employé, l'utilisation des locaux, est-ce que les locaux sont confortables, est-ce que je ne subis pas l'énergie. Donc, je pense que c'est une dynamique de réflexion, souvent, qu'il faut avoir, Ok. de ne pas être dans le business as usual, de pas être dans le je vois mon quotidien, je vois mes opérations et j'ai toujours fait comme ça. Et là, en général, on a une dynamique plutôt prospective, Ouais. orientée à venir. Et là, pour nous, c'est plus facile dans l'accompagnement de rentrer dedans. Sinon, il faut d'abord passer par cette explication-là, Ouais. de dire qu'il y a un intérêt, en fait. Il y a des co-bénéfices à tout ça, et que c'est pas juste pour dire transition écologique, super, vous allez polluer moins de carbone. Si le dirigeant te dit, moi, le carbone, je m'en fous, GES, je sais pas ce que c'est, ça coince, c'est plus compliqué. Oui, en fait, en gros, ce que je comprends, c'est que c'est quand même ceux aussi qui acceptent de se faire aider, ou qui ont un peu le temps d'avoir la curiosité. Bon, c'est pas évident Mm, mm, quand mm. tu es dirigeant d'avoir le temps, mais en tout cas, c'est aussi ceux qui acceptent d'être accompagnés et de se faire aider. Je pense qu'on doit avoir aussi un peu ces profils de dirigeants entre ceux qui ont une certaine fierté, Ouais. parce que c'est vrai qu'un dirigeant quand même peut avoir une certaine fierté. Donc, certaine fierté, je suis dans mon truc, machin, mon business, faut qu'il tourne, etc. Me faites pas chier, j'ai été un peu vulgaire, mais me faites pas chier avec l'écologie, Ouais. etc. Et d'autres qui sont plutôt dans le souci de bien faire Mm. et de se dire, bah, moi, il faut du bien-être salarié parce que je trouve que c'est important, il faut un bâtiment qui soit dans les normes pour pas que je sois embêté, etc. En fait, il y a ceux qui sont Ouais. préventifs Ouais. et ceux qui sont vraiment, il faut qu'ils arrivent face au mur pour... C'est clair, c'est clair. Et il y en a beaucoup, hein, effectivement, un peu de cette fierté un peu mal placée qui n'a pas trop de sens dans le fond, puisque le but, c'est qu'on ne fait rien tout seul, en fait. Une entreprise, c'est que oui, on peut essayer d'aller très loin avec tout seul, mais au bout d'un moment, on arrive à la fin du chemin. Ouais. On a toujours quelqu'un qui va venir nous aider, on a toujours besoin de quelqu'un, et c'est comme ça qu'on avance. Et le dirigeant d'entreprise, effectivement, au bout d'un moment, avoir une main tendue, c'est pas honteux du tout. Au contraire, c'est qu'après, derrière, on peut pas tout faire tout seul, tout simplement. On a besoin de Bien gens sûr. spécialisés, on a besoin de gens compétents sur peut-être un sujet en particulier qu'on maîtrise pas. Et il n'y a aucun problème à se faire aider. La plupart des chefs d'entreprise, ils ont bien un comptable pour gérer la comptabilité. Bien sûr. Donc, en fait, c'est aussi une réflexion de pratique, tout simplement, ou Ouais. un détachement d'ego, je pense, qu'il y a à avoir, où il Mhm. n'y a absolument aucun souci. Et au contraire, on va aller beaucoup plus loin. On Ouais. va aller beaucoup plus loin quand on s'entoure des bonnes personnes. Souvent, c'est justement ce qu'on entend pas mal dans les podcasts de développement perso, etc. C'est quand on s'entoure de bonnes personnes, bah, derrière, on attire le positif. Et c'est la même chose pour un business. C'est la même chose pour un business. Un business, quand il veut fleurir, au bout d'un moment, on grandit, on se développe, on a nos collaborateurs. Et à partir du moment où on n'est plus tout seul et qu'on a ne serait-ce qu'un collaborateur, une collaboratrice, bah, ça y est, on réfléchit en équipe. Et on n'est plus, c'est plus l'entreprise, c'est nous, enfin, c'est le dirigeant. On réfléchit comme un collectif. Et je pense qu'il il faut adopter cette vision-là partout, hein, que ce soit pas forcément en énergie, mais sur tous les sujets où l'entreprise devient une entité à part entière Mhm. qui est développée par ses collaborateurs. Et donc, effectivement, je te rejoins sur ce point-là où si tu as un dirigeant qui est uniquement motivé par la fierté, par l'ego de je veux réussir tout seul, self-made, et qui n'a pas besoin d'aide, et ben là, on va pas avancer de la même manière. Ça, Oui. c'est évident. Et donc là, c'est un gros frein un petit peu sur ces aides-là. Oui, Clair. c'est vrai. Ouais, non, mais complètement. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que d'être dirigeant, c'est d'être chef d'orchestre Ouais. et pas justement être
le musicien sur le tas, quoi. On peut l'être, bien entendu, mais il faut pas oublier de lever un peu la tête et de regarder un peu ce qu'il y a autour. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ok. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on peut ressentir ça surtout dans des structures un petit peu plus petites. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre la structure qui est industrialisée et la PME. C'est que Ouais. bien souvent, celui qui est industrialisé a su déléguer bien comme il faut. Exactement, et tout est bien cadré, tout est bien en unité fonctionnelle, voilà, entre départements, chacun gère son coin, chacun gère son truc. Et des fois, il y a un petit peu, forcément, plus on va vers des grosses entreprises, évidemment, plus on est un peu c'est un peu plus déshumanisant, ou entre guillemets, là, plus grand monde se parle, ça fonctionne des fois beaucoup en silo et autres. Oui. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient, mais c'est vrai que pour se développer au bout d'un moment, cette entreprise-là, elle a Oui. dû s'entourer des bonnes personnes, bien Bien sûr. communiquer entre ses départements, bien communiquer entre ses pôles, et surtout voir un petit peu quels sont leurs enjeux, quels sont leurs leviers, et ça, c'est partout pareil. Et donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu dire aux dirigeants, vous n'êtes pas tout seul, mais au contraire, c'est bien. C'est bien, soyez pas tout seul. Il faut. Entourez-vous des bonnes personnes. Et justement, moi, ce que je trouve un peu désolant, c'est qu'à la Chambre de commerce, on a tellement d'accompagnements qui sont 100% subventionnés Ouais. et qui ne coûtent rien à l'entreprise, même ça ne coûte rien de prendre 30 minutes sur n'importe quel sujet. Et des fois, on peine un petit peu à trouver justement des entreprises qui veulent faire ça, quoi. Mhm. Et je trouve ça fou. C'est il y a vraiment un enjeu d'aller chercher du client sur ces accompagnements-là, alors que de base, c'est quand même de l'aide. Donc bon, voilà, bon Justement, sujet. c'est intéressant ce que tu dis. J'allais rebondir sur la question. Quelle opportunité les entreprises françaises, elles sous-estiment aujourd'hui? Je pense que tu as un peu apporté la réponse, Ah ouais. mais j'imagine que voilà, l'opportunité qu'il y a, c'est peut-être de se faire aider déjà dans un premier temps. Ouais. Mais dans les aides, dans les subventions, est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent connaître aujourd'hui, en tout cas, et que, en fait, elles n'exploitent pas clairement, quoi. Ouais, effectivement, sur la partie énergie, j'imagine tu parles un petit peu plus. Ouais. Ouais. Hmm. Sur la partie énergie, c'est sûr que aujourd'hui les aides, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est pas non plus vide. C'est pas non plus vide. Il y a quand même des dispositifs d'accompagnement financier, mais forcément, il y a eu de la fraude. Il y a eu de la fraude aux aides aussi sur pas mal de trucs. Ce qu'on a vu avec les certificats d'économie d'énergie, où là, il y a des fiches de certificats d'économie d'énergie qui ont été supprimées récemment, justement sur les LED. Parce qu'on avait beaucoup d'entreprises, en fait, de fausses entreprises qui se qualifiaient RGE pour installer ces aides-là, et donc qui faisaient des devis à 0 ou 1 euro. Donc ça, on en trouve pas mal, hein. On en trouve pas mal, surtout chez les particuliers. Et l'idée, c'est qu'elles récupéraient en gros les certificats d'économie d'énergie en direct. Donc le client, en fait, le bénéficiaire final, n'avait pas d'argent à débourser puisque l'entreprise se rémunérait via les subventions. Sauf qu'on avait beaucoup le cas, soit d'entreprises fantômes qui ne venaient jamais installer, finalement, qui récupéraient les subventions, ou on avait le cas aussi d'entreprises qui installaient tout et n'importe quoi, et après qui disparaissaient. Et ça, c'est un gros sujet. Donc, ce qui a fait qu'au bout d'un moment, les aides bougent un petit peu. Donc là, il y a eu quelques suppressions. Mais il existe quand même des dispositifs. Les C2E restent quand même un dispositif hyper intéressant. Mal compris, parce que très complexe. L'idée certificat d'économie d'énergie, si on résume ça très facilement, c'est que les gros obligés, donc c'est-à-dire toutes les grosses pétrolières ou tous les gros fournisseurs d'énergie, sont obligés de passer par ces certificats-là pour justement engager la transition énergétique. C'est-à-dire principe pollueur-payeur. Je suis Total, je génère X milliards de bénéfices par an. Ouais. Au bout d'un moment, il va falloir quand même que ces bénéfices-là ont une retombée positive à la fois sur l'environnement et à la fois pour les clients, pour les destinataires finaux, donc via justement ces financements de C2E. Concrètement, les C2E, ça finance des pompes à chaleur réversibles, donc des clims. Ça finance des travaux de rénovation, isolation, de la menuiserie, des fenêtres. Ça aide aussi, alors il y a des fiches pour tout, hein. Il y a plus de 200 fiches thématiques en C2E, mais il y a des fiches globalement pour tout. Mais un bon casse-tête. Ouais, c'est un bon casse-tête, et surtout le marché des C2E, parce qu'on parle de marché carrément, est extrêmement complexe. Puisque les obligés passent par des délégataires et des mandataires pour faire fonctionner ces certificats-là. C'est-à-dire qu'eux délivrent des certificats d'économie d'énergie, mais qui ne sont pas gérés par directement les obligés. Donc après, quand nous, on est client, on est destinataire final, on doit passer par un délégataire ou un mandataire pour gérer ça. Et donc typiquement, c'est souvent soit une entreprise, soit c'est un courtier en fait, qui vient faire fonctionner ces C2E pour nous.
Donc c'est tout un micmac qui est déjà assez compliqué comme ça. Donc la perception, encore une fois, des aides est complexe. Pourtant, au final, il y a bien des économies qui sont à faire. Bien sûr. Ma prime rénov, pareil, c'est un dispositif d'accompagnement C2E. Mon parcours d'économie d'énergie, c'est financé par un dispositif C2E. Et donc tout ça, en fait, ce gros marché-là finance énormément de dispositifs d'accompagnement et de soutien. Ok. Donc il y a quand même, si on parle concrètement, pour les travaux purs et durs, les aides, là, c'est là où c'est un petit peu plus complexe. Parce que là, on n'a que les C2E. Ou par exemple, avec nous, les entreprises qu'on accompagne avec le parcours, là, on peut avoir d'un aspect un soutien financier sur tout ce qui est assistance à maîtrise d'œuvre. Ok. Donc là, par exemple, sur les cabinets d'ingénierie, sur les cabinets d'architectes, etc., on peut aider. Mais c'est vrai que purement sur les travaux, aujourd'hui, c'est un peu, surtout sur les entreprises, c'est un peu le parent pauvre des économies d'énergie, c'est que on accompagne, en fait, tout l'écosystème finance surtout des dispositifs d'accompagnement, typiquement comme le programme, dispositifs de sensibilisation, dispositifs d'explication, en fait, tout ça. Mais purement dans la réalisation, ça devient un petit peu plus compliqué. Mm. Ça devient un peu plus compliqué. Maintenant, en fait, surtout, pour bien être au clair sur tous ces dispositifs-là, Oui. il faut passer par un expert, en fait. Il faut Ouais. passer par un expert. C'est tout à fait le rôle des conseillers de la Chambre de commerce de faire cette interface-là, parce que au-delà de ça, il y a en plus les aides locales, les aides régionales qui viennent s'ajouter à ça. Donc ça, c'est complètement variable. Et qu'on a peu connaissance quand on est sur le terrain. Exactement. Mm. Et surtout, même quand on est en plein dedans, le nez dedans, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Donc d'une semaine à une autre, des fois, on regarde les aides et on se dit « Ah bah, elle existait ça, il n'y a pas longtemps, là, on est d'accord ?» Et en fait, bah non, elle est supprimée parce que tout ça, c'est des budgets. Et en plus de ça, bon, on a vu en France que là, politiquement, c'est un peu instable depuis quelques temps. Ça aide pas. Ça aide pas forcément puisque bah, le vote des budgets, etc., ça retombe directement sur les aides aux entreprises. Et bien sûr. Donc, effectivement, nous, on réalise en permanence une veille pour regarder un petit peu ces aides-là et adapter au secteur de l'entreprise, adapter à son implantation géographique, Ouais. parce que tout est différent en fonction de chaque entreprise aussi. Hein. Donc, voilà, parce que des fois, on va pouvoir aider l'industriel sur certains sujets, on va pas avoir le même montant de subventionnement sur le tertiaire, par exemple. Bien sûr. Voilà. Donc, faut en permanence décortiquer un peu au cas par cas. C'est pour ça que moi, des fois, je me mouille pas. Je dis juste, on va regarder. Ouais, bien sûr. On va regarder. Et souvent, d'ailleurs, la plupart des experts en énergie vont dire réfléchissez sans aide, en fait. Malheureusement, des fois, réfléchissez sans aide. Et comme ça, vous allez avoir concrètement la valeur de l'argent aussi, la valeur de ce que vous allez faire comme action. Mhm. Et surtout, ne pas être déçu. Parce que des fois, retomber et faire des demandes d'aide qui prennent 6 mois, 1 an sur certains dispositifs, bah, ça peut aussi donner faux espoirs. Et derrière, si on ne reçoit pas ces aides, parce qu'elles sont sucrées justement, comme on disait, elles sont supprimées, compliqué. Compliqué de se dire, j'ai prévu mes travaux, au final, 50% de mes travaux, bah, je vais devoir faire payer 100%. Donc voilà. Et c'est vrai que je suis vis-à-vis de ce qui se passe actuellement avec les aides, je suis un petit peu favorable à cette vision-là. Comme ça permet de réfléchir en toute intelligence à ce qu'on fait comme action. Et ensuite, après, si on bénéficie des aides, c'est un gros plus qui nous aide énormément. Mais surtout, bah là, on va réfléchir en se disant qu'est-ce qui est vraiment utile? Est-ce que je fais bien ma rénovation? Et ça, Et oui. ça c'est très important parce qu'il y a énormément d'entreprises, ou même de particuliers, qui se lancent dans les travaux de rénovation, mais qui n'ont pas un schéma de réflexion qui est systémique en fait. Mhm. De dire, ok, je dois travailler mon isolation, mais pas uniquement point par point, je dois faire ça dans son intégralité, je dois penser, et là, ça demande quand même une certaine expertise technique, et donc il ne faut pas faire ça n'importe comment, il ne faut pas aller contacter directement des artisans en direct, sans avoir un maître d'œuvre qui gère tout ça, un cabinet d'architecte qui gère tout ça, parce qu'il faut bien coordonner l'ensemble. Mettre une pompe à chaleur dans une passoire thermique, Ouais. Utilité très faible. Ouais. Très, très faible. Des fois, on pense faire des économies en faisant des passerelles courtes comme ça pour aller voir directement l'artisan, en disant on va pas faire appel à un architecte, mais en vérité, un tout expert, en tout cas, qui fait l'intermédiaire, nous soulage énormément déjà dans un premier temps, et puis nous apporte des vraies solutions. Et comme on dit souvent, le moins cher est souvent le plus cher. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problématiques derrière qu'on n'a pas vues, parce qu'on a fait appel directement à l'artisan, qui l'artisan lui a fait son métier, mais qui n'a pas non plus des fois la vision aussi large qu'il pourrait l'avoir, parce qu'il est focus sur son domaine, ce qui est normal. Mais comme tu dis, mettre une pompe à chaleur dans une passoire thermique, il n'y a aucun intérêt. Encore une fois, chacun ses compétences. C'est que l'artisan n'est pas ingénieur, l'ingénieur n'est pas artisan. Ouais. Et donc, des fois, l'artisan, il va concrètement savoir comment bien poser sa pompe à chaleur. Ouais. Mais après, derrière, voilà, il y a tellement d'artisans aussi qui réalisent le job qu'on leur demande, tout simplement. Ils ont leur clientèle, ils ont besoin. Donc, quand on leur demande, là, je pense que ça a été le cas, et je pense que ça a peut-être résonné avec s'il y a beaucoup d'artisans qui regardent le podcast ou qui l'écoutent. Là, pendant la canicule, j'imagine qu'il y a dû avoir un sacré travail. Oui.
Donc oui, confort immédiat, mais si le bâtiment est mal isolé, encore une fois, la pompe à chaleur, elle fonctionne en sous-régime, et donc au final, elle pompe énormément d'énergie, son rendement est beaucoup plus faible qu'au final, bon, là, pour la climatisation, des fois, on n'a pas le choix. On se dit c'est quand même beaucoup plus agréable, surtout pour les personnes sensibles. Ouais, Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce qu'une pompe à chaleur, quand il y a un excellent rendement, ça ne coûte pas grand-chose et ça fonctionne très très bien. c'est ça. Et sur les nouveaux bâtiments, les nouvelles réglementations, quand on a une très bonne isolation, on a une pompe à chaleur qui a un super rendement, là c'est génial. On a un confort thermique extraordinaire, on paye quasiment rien de notre chauffage, on n'a quasiment pas besoin de climatiser parce qu'en fait c'est super bien isolé. Donc l'été, bah, en fait au final, il fait super chaud dehors, mais à l'intérieur, bah, il reste quand même très frais si on gère bien un peu, qu'on laisse pas tout ouvert la journée, bien sûr, mais Oui, évidemment. voilà. Évidemment. Ok. Ok, ok. Et est-ce que, justement, une entreprise pour toi, une entreprise qui ignore cette stratégie énergétique, cette évolution en tout cas qu'elle doit faire, Hmm. est-ce que si elle ne le fait pas aujourd'hui, elle prend du retard? Bah, au-delà de prendre du retard, elle prend des risques. Elle prend des risques, ouais. Je pense, elle prend des risques parce que surtout sur les entreprises, alors bon, on a de la chance en France sur la partie électrification. On a Ouais, une électricité quand même stable, robuste, décarbonée. c'est vrai. Ça, c'est génial. Faut le dire. Maintenant, faut pas uniquement se reposer là-dessus. Souvent, moi, ce que j'explique en intervention, c'est que on a une dépendance aux énergies fossiles qui est encore énorme en France. Ouais. Donc ça dépend les business, bien sûr, hein. Là, pour les entreprises, c'est peut-être un petit peu moins le cas pour les particuliers des fois. Mais par exemple, la dépendance au gaz, ça, faire très attention à ça. D'un point de vue purement géopolitique, ça, je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais au-delà de ça, d'un point de vue économique, c'est que j'avais été là récemment à un salon où il y avait Jean-Marc Jancovici qui parlait de cette problématique un peu électrification et souveraineté de la décarbonation et qui disait qu'il n'y a pas de corrélation pure et dure entre offre et demande sur tout ce qui est énergie fossile. Et que la volatilité de tout ce qui est énergie fossile, elle est extrême. Et on n'arrive pas à la prédire, puisque pareil, sur la partie énergie, euh, euh, tout ce qui est fournisseur et pétrolière, en fait, toutes leurs informations de stock sont privées. On n'a pas de données publiques, c'est purement les pétrolières, c'est purement Shell, Total, BP qui va savoir combien il reste de litres de gaz, de pétrole ou quoi que ce soit dans leur stock. Et donc en fait tout ça c'est très compliqué d'avoir de la data. Tout ce qu'on sait c'est que depuis 2008 les stocks sont en chute libre. Donc on sait qu'on n'a pas autant de pétrole, on n'en aura plus jamais autant qu'on en a eu en 2008. Donc ça diminue, ça c'est une vérité. Et après, le gros enjeu, oui, c'est la souveraineté. C'est la partie juste qu'aujourd'hui, la bonne partie de nos importations de gaz viennent des États-Unis, par exemple. Ouais. Avant, c'était la Russie. Bon, Mhm. maintenant, c'est pourquoi c'est plus la Russie. Mais en fait, au final, sur tout ce qui est énergie fossile, on dépend quasiment exclusivement des pays étrangers. Ouais. Donc ça, c'est un gros sujet. Et quand on est une entreprise, qu'on s'expose à une volatilité et une dépendance extrême, c'est dangereux. C'est dangereux et on sait aujourd'hui, on voit le prix même du carburant, ça ne va pas diminuer. Ça ne va pas diminuer, ça ne va qu'augmenter. Donc les énergies fossiles, d'un point de vue purement changement climatique, on sait qu'il faut transitionner. On Mm. sait qu'il faut passer à l'électrique. On sait qu'il faut changer nos façons de faire. Ça, c'est une vérité absolue. Mais au-delà de ça, c'est surtout se protéger son business. Pour moi, enclencher une transition énergétique, ça a plein de co-bénéfices, mais surtout, ça protège son business, d'avoir Ouais. une bonne réflexion, d'être le moins dépendant possible, même du réseau, hein, parce qu'après, ça va se ressentir sur vos factures. Mais plus vous êtes indépendant, plus vous êtes souverain, plus c'est robuste, et, tout simplement. Et après, si une année, vous êtes extrêmement soumis à la volatilité des Ouais. prix, Ouais. ça peut faire très mal une année. Et Ben, sur c'est des ça. petites entreprises, encaisser une année très difficile d'un point de vue énergie, ça peut faire très mal. Donc, vaut mieux pour moi le prendre en amont, réfléchir à qu'est-ce que j'ai réellement besoin, estimer son besoin, d'être toujours dans une logique de sobriété, hein, bien Bien sûr, sûr. d'être toujours dans ce triptyque éviter, éviter, réduire, compenser. Mais et après, une fois qu'on a essayé de réfléchir sur la sobriété, c'est vraiment se protéger avec vraiment cette dépendance aux énergies fossiles qui est trop importante encore en France, je pense. Ouais, Voilà. parce qu'il y a des solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on reste un peu bloqué sur des entreprises. Enfin, quand on est entrepreneur, on se dit, mais c'est pas le moment de dépenser là-dedans. C'est pas le moment. On attend, on attend, on attend. Mais sauf Ouais. qu'au bout d'un moment, l'attente, Ça va faire, effectivement, ça va faire boum, ça quoi. va faire mal. Et Ça va ça, faire souvent plus mal, en fait, d'attendre que des fois de se le dire sur le moment. oui, Donc, vaut mieux réfléchir à long terme. Et je pense que la plupart des chefs d'entreprise sont obligés de réfléchir à long terme leur business sur plein d'aspects. ouais. Donc, pourquoi ne pas le faire aussi là-dessus, en fait, Et tout on simplement. sait très bien que dans l'urgence,
on n'arrive jamais à quelque chose de bien pensé. Exactement, on prend ce qu'il y a. On prend ce qu'il y a, on paye des choses des fois qu'on pourrait éviter parce que si on prend le temps d'étudier ça avant, on peut trouver des financeurs, on peut trouver pas mal de choses et voilà, des investissements qui permettent tout simplement d'être rentabilisés assez facilement ou du moins amortis. Et alors que dans l'urgence, bah, on prend ce qu'il y a. On prend ce qu'il y a, ouais, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est une vraie problématique qu'on peut retrouver en France avec certains dirigeants. Et justement, quel est pour toi le plus gros frein que tu retrouves sur le terrain quand tu rencontres ces dirigeants, par exemple? Quel est leur frein? C'est quoi Temps, principalement. Ok. Temps. Ressources humaines, parce que le dirigeant, il n'a pas envie forcément de s'en occuper. Ressources humaines. Et après, bah, purement d'un point de vue de trésorerie, en fait, financier. Ouais. Donc, moi, à chaque fois, mon job, c'est de se dire, OK, temps, on peut s'en occuper. Temps, on va pas vous en prendre tant que ça. OK, Ouais. ressources humaines, ce sera nous. Ouais. Ce sera nos conseillers. Et ensuite, sur la partie financière, bah, on va faire en sorte de faire un montage intelligent. Ouais. Et là, à la place de dire, parce que le dirigeant, lui, en fait, souvent, il aime bien arriver avec un problème pur et dur, précis, Ouais. encadré, où Ouais. il va se dire, je bloque sur, je refais mes lumières, je change mon chauffage. Voilà. Et ça, il veut pousser dans cette... j'ai eu souvent le cas, il veut pousser sur, je veux ma solution pour ce problème-là que j'ai identifié. Il n'est pas mauvais, le problème, mais peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs. Ouais. Et souvent, il faut déjà prendre un pas de recul, dire, OK, on va peut-être changer ça, on va peut-être réfléchir là-dessus, mais il faut changer tout ça, ou réfléchir à tout ça d'abord. Ouais. Donc déjà, il y a un peu cette prise de recul à faire. Et une fois qu'on est un peu dans une dynamique plus globale, on va se dire, OK, d'un point de vue énergie, là, on va pouvoir l'amener sur une autre réflexion. Et c'est là où il faut vraiment enclencher le dirigeant sur, là, nous, on va pouvoir vous aider. On va même trouver quel est votre besoin aussi. Parce que des fois, encore une fois, le bâtiment, on fait avec l'existant. Et donc, on réfléchit des usages avec l'existant. Ouais. Donc, si on a toujours fait comme ça, bon, bah, on peut peut-être faire autrement. Donc, peut-être que là, les chauffages, il y en a trop, ils sont trop dimensionnés, servent à rien. Là, ils sont ouverts, ils sont pas régulés. Voilà. Je donne des exemples un peu au hasard, mais je pourrais en citer des centaines. Hein. Et des fois, en fait, on redéfinit le besoin, pur et dur. C'est pareil. J'ai fait une formation récemment sur les flottes de véhicules utilitaires légers, typiquement. Ou pareil, là on est en plein dans l'usage. Bon, des fois l'entreprise a besoin, selon ses livraisons, selon ses collaborateurs, il y a toute une différence entre qu'est-ce qu'on met à disposition et l'usage. Et donc là, il faut toujours repartir de zéro en fait, dire ok, qu'est-ce qu'on a besoin, comment ça va fonctionner, est-ce que le collaborateur il rentre directement chez lui, est-ce qu'il va se recharger si on a besoin d'électrique, est-ce qu'il va se recharger à l'entreprise. Et donc tout ça en fait, des fois il faut reprendre ce petit pas de recul de dire ok, peut-être qu'il faut repenser les choses d'abord et ensuite après on trouve des solutions. Voilà. Ouais, tu as beaucoup de résistance au changement? Ouais, bah oui, mais je pense que c'est parce que ça s'inscrit dans le long terme. En fait, c'est que toujours cette partie énergie, c'est juste que on aime bien, nous, en tant qu'humains, avoir des solutions rapides. Des solutions, on identifie un problème, checklist, solution terminée. Et je pense que je me sens tout à fait aussi concerné, je le ressens aussi, que j'aime bien que ça se finisse rapidement. Et c'est vrai que c'est difficile de s'enclencher dans un process où on se dit c'est long. On se dit c'est long. Le français râle toujours sur le système judiciaire parce que forcément c'est long. On a envie que ça se résolve rapidement. Ou sur plein de sujets, on dit c'est long. Et malheureusement, il y a des moments où juste le temps de faire, le temps de réfléchir, le temps de bien faire, on ne peut pas tout raccourcir. Et vaut mieux prendre le temps que de faire ça dans la précipitation. Et comme on disait, des fois trouver des solutions qui ne sont pas des bonnes solutions et qui vont être des maladaptations. On parle de maladaptation pour les clims, c'est tout à fait le cas. Là, on a vu des épisodes de clim, je ne sais pas combien, je n'ai pas été regarder les stats, mais combien de clims ont dû être posés dans Paris récemment. Et là, îlot de chaleur urbain, on augmente encore plus l'effet. Parce qu'au dernier moment, tout le monde s'est dit je pose des clims. Mais les clims, quand tu injectes du froid dans la maison, tu ressors du chaud. Et donc dans les villes où déjà il fait chaud de base et que les températures sont importantes parce que tout est bétonné, qu'il y a une grosse inertie, donc la pierre retient énormément de chaleur, qu'on lui rajoute de la chaleur, la nuit ça devient impossible de refroidir. Là où on a besoin d'évacuer de la température. Donc voilà, on en revient toujours un petit peu des fois à vraiment... faut avoir ce pas de recul là en fait de réflexion et de pas juste se faire un tunnel sur un problème précis, de résoudre ce problème et derrière en fait d'en payer les conséquences parce qu'on n'a pas réfléchi au problème Y qui est juste à côté.
Ah oui, c'est Ouais. vrai ça. Et quand tu conseilles comme ça justement les dirigeants, ça t'est déjà arrivé d'avoir un refus catégorique sur la solution proposée? Ils te disent: «Non, non, ça Ouais, ouais, ouais. non William, c'est gentil, mais Ouais, c'est ça. moi je préfère changer mes lampes». Exactement, ouais, 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 et c'est vraiment souvent le cas, hein, où Ouais, en fait, il n'y a pas forcément d'intérêt, pour lui, de se dire: «Non, c'est déjà bien». En fait, c'est je pense que dans la tête du dirigeant, c'est: «J'ai déjà mis tant d'énergie à réfléchir à ce problème-là, que j'ai réussi à dégager, en fait, que, oh, j'ai pas envie de me remettre de la charge mentale, du temps à consacrer à un autre problème». ouais. Donc il aime bien déjà, voilà, échelonner petit à petit, et là, tout le travail un peu des conseillers aussi, c'est d'arriver à justement dire: «Vous inquiétez pas, on va le faire», et en fait, sans que le dirigeant s'en aperçoive trop, mais en fait, on résout les problèmes au fur et à mesure, Bien sûr. et justement, on arrive à y aller au fur et à mesure comme ça aussi, pour éviter de faire trop d'un coup, en fait, tout simplement. Et à partir du moment où on a déjà un pied dans l'entreprise, qu'on commence à comprendre le fonctionnement de l'entreprise, la mentalité du dirigeant, en fait, c'est beaucoup plus facile. Et Mmh. donc, l'acte de transformation, il est là, hein, pour nous. La clé, c'est d'arriver à aussi donner de la confiance aussi, aux dirigeants, et de montrer: je vous pointe pas que les problèmes. Je suis pas là juste pour vous dire attention, là ça va pas. Je suis là aussi pour vous dire on peut faire quelque chose. C'est pas il y a un problème et c'est à vous de vous débrouiller. C'est on peut faire quelque chose, mais pour vous. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est un biais cognitif. Et justement, est-ce que tu as, un exemple, une entreprise ou un secteur qui t'a le plus impressionné, qui a fait, je pense, le plus gros effort, enfin un effort qui t'a impressionné en tout cas sur cette transition? Est-ce que tu as un exemple là-dessus? Moi, en accompagnement, non, j'ai pas d'exemple précis où je me dis waouh, ok, grosse transformation. Ouais, OK. Souvent, en fait, ça vient souvent soit de la conformité réglementaire avec le décret tertiaire, où Ouais, il y a un peu ces obligations-là. ouais. Et souvent, en fait, même dans la rénovation, c'est difficile quand même d'arriver avec un exemple où waouh! Parce qu'on fait avec ce qu'on a, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. Souvent, ce qui est impressionnant, c'est quand on est dans le neuf, on veut créer, on veut établir un nouveau bâtiment. Et donc là, déjà, les normes, en fait, tout simplement imposent, aujourd'hui, la réglementation impose des bâtiments extrêmement performants. Donc, ce qui fait qu'on est dans deux mondes, quoi. Je veux dire, quand on est dans le neuf et qu'on veut construire dans le neuf, bah, là, on part avec des exigences qui sont mais complètement différentes de ce qu'on a pu construire avant, en fait. Les normes, c'est RE La 2020, RE c'est ça? 2020, Ouais, exactement, OK. ouais. C'est encore celle-ci, ouais. C'est ça, ouais, en fait, qui est la suite de la RT 2012. Donc, pareil, donc, maintenant, à la place de réglementation thermique, c'est réglementation énergétique, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais la RE 2020, la grosse différence avec la RT 2012, au-delà des contraintes purement techniques, c'est vraiment cette prise en compte un petit peu du cycle de vie du bâtiment et prospective, donc c'est-à-dire où est-ce qu'on s'apprévisionne en termes de matériaux, quelle va être la fin du bâtiment, comment est-ce qu'on réfléchit les usages. Et donc, Ah ouais. la RE 2020 va réfléchir dans le temps et va mettre aussi un petit peu un petit seuil, un cran au-dessus des exigences techniques, Bien sûr. évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a un gouffre énorme, en fait, entre là, ce qu'on construit dans le neuf actuellement et on construit complètement différemment. Mais encore une fois, l'usage fait qu'on a tellement de bâtiments existants qu'on va juste pas démolir. Ouais. Donc il faut là de l'expertise technique pour faire une bonne rénovation et aussi faire un bon arbitrage. Des fois mettre un nouvel isolant super technique sur un vieux bâtiment, ça n'a pas de sens. Parce que bah, les vieux murs vont avoir un relargage d'eau qui est trop important, donc il va falloir garder cette perméabilité, là où aujourd'hui la plupart des bâtiments sont étanches. Ils sont étanches. Pourquoi? Parce que bah, du coup, ils sont très très bien isolés. Donc là, bah, forcément, on va pas faire rentrer de chaleur ni faire rentrer de fraîcheur. Et derrière, c'est tout le système de ventilation qui va garantir un air sain, etc. Donc là, on va vraiment être dans une réflexion de défense dans les nouveaux bâtiments, alors que les bâtiments anciens, c'est plutôt accepter qu'il y ait des variations de température et des variations d'humidité, accepter toute variation et donc faire un peu le roseau. Là Accepter le où, défaut. voilà, accepter le défaut, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et des fois, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on arrive dans un bâtiment ancien, en été typiquement, bah, comme c'est des énormes murs en pierre, bah, typiquement qui ont une forte inertie, bah, des fois il fait super frais en fait. C'est vrai. Pourtant, ouais, il y a du simple vitrage et autres, mais bien protégé, ça se fait bien. Et des fois, allier le nouveau et l'ancien, c'est très complexe. Et là, c'est pour ça, dans une rénovation, faut savoir faire des arbitrages. Et ça demande un audit énergie. Des fois, là, si je voulais te citer un exemple, on accompagne un hôtel de 1970, justement, OK. qui est juste à côté de bâtiments historiques, de châteaux historiques. Donc, pareil, on est sur gros murs pierre, grosses roches, un super charme, hein, magnifique, super joli. Mais par contre, il y a plus de 110 fenêtres, simple vitrage. Et Mmh. donc là,
Il y a un peu de Compliqué, budget là. compliqué. Voilà, c'est ça. C'est là, il y a un gros sujet. Et donc, comment, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, enfin moi c'est mon avis personnel en tout cas, sans être un expert de la rénovation pure et dure, d'un point de vue esthétique aussi, de comment faire de la rénovation dans l'ancien en gardant le charme en fait. C'est ça. Parce que la plupart des maisons modernes, et je pense que c'est la première réflexion qui est venue à nos auditeurs, c'est ce truc de dire ouais mais les maisons modernes aujourd'hui c'est moche. Ouais. Cubique, c'est blanc, on fait avec des grosses plaques de placo, Ouais. on fout de la fibre de bois ou de la fibre de roche, tu vois, Oui, la c'est laine de ça. roche. Ouais. Et au final, oui, bah après derrière, on va faire un gros mur classique blanc, tu vois, crépi simple, etc. Alors qu'avant, bah, il y avait un peu ce charme. Donc l'arbitrage est très dur. L'arbitrage est très dur et il y a à la fois les contraintes esthétiques et les contraintes purement énergétiques, thermiques, qui font que, bah, au bout d'un moment, quand tu veux habiter dans l'ancien, pour que ta facture ne soit pas 4 000 euros par mois, Mhm. bah, il faut retravailler. Donc là, ça peut être très coûteux aussi. Hein. Bah oui, c'est ça. On peut pas, tu me dis si tu me confirmeras, mais je pense qu'on ne peut pas rendre l'ancien aussi fort énergétiquement que le neuf. Non, je pense pas. Ouais. Je pense que c'est un beau discours de dire ce sera autant performant, mais c'est impossible puisqu'aujourd'hui sur tout ce qui est nouveaux bâtiments, en fait, on contrôle tous les systèmes, quoi. Ouais. On contrôle tout pour vraiment faire en sorte que le bâtiment soit hyper étanche, que derrière on subisse pas du tout les fluctuations de température et on contrôle tout derrière avec des systèmes de ventilation, système de chauffage, refroidissement et donc Bien sûr. c'est impossible. Et l'ancien, je pense il faut complètement accepter ses défauts et des Oui. fois ses qualités, Oui. justement, où on a un peu ces variations, on est beaucoup plus soumis aux variations. Mhm. Maintenant, typiquement dans l'ancien, le gros sujet, bah, c'est surtout l'hiver, il fait très très froid, là où sur les bâtiments, parce que là on est en plein été, donc forcément on pense moins, mais quand arrive l'hiver, même s'il va être légèrement plus doux au fur et à mesure des années, Oui. dans les bâtiments anciens, on le subit beaucoup plus, 10 fois plus que dans un nouveau bâtiment. Donc là où l'été, bon, bah, c'est facile, on peut ventiler très facilement. Là, vu que c'est une espèce de sorte de passoire, bon, bah, on subit un peu la chaleur, ok, mais si on ventile bien, on peut se débrouiller. Là où l'hiver, il faut se protéger, quoi. Il faut se Ouais. protéger et ça peut. Et surtout, là, ce qui revient, c'est que quand on arrive en pleine période d'hiver, on en revient aussi à cette sensation de confort, Oui. où là, quand on passe près d'une fenêtre simple vitrage, aïe, aïe, il fait froid. Donc, Oui, tu m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. Et justement, en parlant de rénovation, là, on va repartir plutôt ce côté peut-être plus neuf. À quoi ressemblerait, selon toi, une entreprise qui serait performante justement énergétiquement, ouais. peut-être en structure de bâtiment, peut-être tout Mhm. simplement en idéologie. Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette idée-là? Si demain Une il y sorte avait d'idéal de ouais, voilà, l'entreprise l'entreprise idéale, exactement. performante. Ouais, ouais. Comment on pourrait l'imaginer, en tout cas, une entreprise performante énergétiquement, mais aussi dans tout le sens de l'idéologie de l'entreprise, Ouais, justement. ouais. Bah, on en revient à ce qu'on disait avant. Pour moi, je pense que c'est vraiment la mentalité de l'entreprise. Ok, Et d'avoir, pour moi, c'est hyper important de considérer son entreprise comme une brique dans un maillage de briques, en fait, ouais. dans son écosystème et dans son territoire. Et donc ça, cette réflexion-là, elle découle sur énormément d'aspects de gestion. Et dire, OK, mon entreprise a des impacts à la fois négatifs, parce que forcément, je vais avoir un impact sur l'environnement, que je le veuille ou non, Mhm. mais des impacts positifs aussi. Et donc pour moi, cette réflexion-là, elle est hyper importante parce que du coup, on va complètement voir différemment ces parties prenantes. On rentre dans la RSE, hein. Là, on rentre dans mes sujets mes sujets un peu plus de formation, Soyez attentifs. mais là, ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est visualiser ces parties prenantes, visualiser avec qui on collabore, dans quel sens on a aussi des relations de collaboration. Et ça, en interne, ça pareil, si on en revenait à la qualité de vie au travail sur ses collaborateurs. Mais tout ça, en fait, après, va découler des réflexions sur plein de sujets, Mm. dont l'énergie. Mhm. Et il n'existe pas d'entreprise parfaite, même en point de vue énergétiquement, à moins de faire un bâtiment neuf, complètement bien pensé. Oui, il peut y avoir des exemples super bien réalisés que même moi, je ne pense pas avoir du tout les compétences pour réfléchir à chaque poste parce que ça dépendrait de chaque activité. Bien sûr. Mais ce qui est important pour après, qui peut être utilisé sur plein de types d'entreprises, c'est vraiment cette mentalité de réfléchir du coup à ses procédés. Ouais. Comment fonctionnent mes procédés? Mhm. Comment est-ce que je génère de la valeur au travers de mon entreprise? Mhm. Où est-ce qu'elle est située cette valeur-là? Et donc après derrière, quand on a cette réflexion-là, typiquement, si on a une unité de production, donc pour l'industriel typiquement, bah, on va avoir une réflexion de comment je ne gaspille pas mon énergie, comment je fournis mieux aussi mes machines en matières premières, est-ce que mes collaborateurs sont dans des bonnes conditions de travail, ont des bonnes postures et donc
eux, je suis sûr qu'ils vont être fidélisés parce que juste, ils vont avoir une bonne rémunération, des bonnes conditions, enfin, tous les arguments qui font qu'ils vont rester. Et donc, pareil, ça passe aussi. Après, derrière, on va se dire, OK, est-ce que cette unité-là, l'été, elle est supportable? Et là, c'est complètement un chiffre de mentalité. Je me rappelle quand j'avais fait mes premiers jobs moi, en intérim, où justement, je travaillais dans les petites industries et autres. Et en fait, on voit très vite que les employés, enfin, on est tous humains. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de mettre cette posture de dirigeant qui est au-dessus de tout le monde, qui gère ses problèmes à lui et qui ne voit pas qu'au final, bah, c'est vraiment les employés qui génèrent les bénéfices économiques de son entreprise. Bien En sûr. fait, sa transformation de valeur, elle se fait quand même là, à la base. Ouais. Et donc, moi, je me rappelle très bien d'un monsieur avec qui je travaillais, qui me racontait des expériences de travail, mais calamiteuses, à une époque où, en fait, on ne le considérait absolument pas. Et qu'au final, pour lui, ça lui changeait la vie, qu'en fait, il y ait le responsable QHSE, qui, à la place de juste venir faire la police, vienne lui demander, en fait, si là, ça allait. Parce qu'il n'avait pas trop chaud, parce que l'été, en fait, c'est des entrepôts qui sont mal isolés, donc des serres complètement à 38 degrés, quoi. Et donc, au final, il fallait que ce soit bien ventilé. Et donc, au bout d'un moment, en fait, pour moi, tout ça, cette réflexion-là, elle découle sur plein d'aspects. Donc, une entreprise, pour moi, qui comprend bien son activité, elle est essentielle. Ouais. Même dans le service, hein, qui comprend bien où est-ce qu'elle est sa valeur pour les gens, tout simplement, où est-ce qu'elle n'est pas juste pour les dirigeants ou pour les actionnaires, et en fait, où sont les retombées positives de cette entreprise-là, et comment elles sont générées. Et donc, pareil, après, ça va co-construire aussi l'usage des bâtiments. Et là, si on en revient un peu à l'usage, justement, c'est hyper intéressant pour moi de se dire, il y a une réflexion dans comment est-ce que je co-construis avec ceux qui sont sur place, donc pour une entreprise, les employés, Mhm. comment est-ce que je réfléchis l'espace? Parce que souvent, on impose, en fait, on dit tel bâtiment, hop, travaillez, fiche de poste, au revoir, et donc vous faites avec l'existant. Mais ça peut être hyper intéressant de justement, moi, j'ai pas encore de retour d'entreprise où j'ai pu accompagner qui sont dans cette dynamique-là, mais de prendre en compte les utilisateurs, en fait, au final. Parce que c'est eux qui vont être dedans, et c'est eux qui vont avoir la main. Et donc, ceux qui ont l'expérience, là je pense, j'ai un peu la réflexion industrielle, mais ceux qui ont l'expérience de la chaîne de production, qui vont savoir qu'est-ce qu'ils font réellement, en fait, au final. Est-ce qu'ils vont prendre leur pause à ce moment-là? Est-ce que ça va pas être le cas? Est-ce que là, la façon dont ils se déplacent sur la chaîne, ou est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce qu'ils pourraient pas faire autrement? Et donc, l'usage va un petit peu rentrer en conflit avec comment ça a été réfléchi. Et là, si on réfléchit aussi le bâtiment dans sa plus large mesure, ses procédés et autres, est-ce que ces machines-là, il faut toujours confronter la théorie et la pratique. Toujours. Surtout sur les petites entreprises. Ouais, c'est ça. Et ça c'est vraiment pour ça qu'il n'y a pas d'entreprise parfaite, en fait. Parce que l'entreprise parfaite, c'est celle qui apprend à communiquer en interne avec ses collaborateurs. Et donc, et là, après, on vient réfléchir collectivement aux problèmes et aux solutions. Ouais, pour moi, je trouve. Oui, parce que finalement, la transition écologique n'est pas que technique. Mais non. Elle est bien plus large que ça, puisqu'on peut aller jusqu'à l'employé qui va justement être sur son poste et va aussi avoir ce niveau de pénibilité, on peut appeler ça comme ça, à la limite, ou de confort, tout bêtement, de son poste de travail. Et ça, c'est un enjeu économique juste important pour l'industrie ou l'entreprise, en tout cas, qui ne pensent pas forcément. Et Ouais, on c'est pense ça. transition écologique aujourd'hui, c'est technique, alors que ça va bien au-delà de ça. Tout à fait. Et je pense que tu as l'expérience dans ce domaine. Et justement, est-ce que tu as eu un dossier comme ça où tu as suivi, je sais pas, un acteur, un client, un PME ou même un industriel, sur laquelle ils ont vu aussi cette évolution grâce à la transition économique ou écologique, enfin énergétique, pardon, Ouais. qui ont eu justement cette évolution au vu de leurs salariés. Est-ce que tu as ressenti quelque chose comme ça déjà sur un dossier? Ouais, bah, alors moi en direct non, parce que c'est vrai que moi je suis beaucoup sur les événements en tant que tel, donc je vois pas concrètement des fois l'accompagnement, j'en suis un petit peu sur certains aspects, Oui. mais c'est vrai que je suis plus en contact avec les dirigeants en tant que tel. Par contre, je me rappelle très bien, on a un club QSE, donc à la CCI du 91, et là souvent c'est une entreprise qui forme un groupe pendant une année, en fait, c'est une adhésion en fait à ce groupe-là. Et donc, il y a des formations sur plein de thématiques, RSE, des fois ça va être justement plutôt qualité de vie au travail, etc. Et donc, toutes ces thématiques un peu QHSE. Et moi, ce que j'adore voir, c'est que souvent, parce que ce sont souvent des responsables QHSE qui portent les politiques RSE, et donc de transition écologique, au sein de l'entreprise, malheureusement. Et parce que
ce serait pas théoriquement leur job de porter ça. Soit ce serait vraiment, pour moi, dans un idéal, c'est que cette réflexion-là, elle doit être portée au sein de la direction ou du dirigeant. Et sinon, bah, au moins un minimum, un collaborateur, une collaboratrice dédiée ou un département entier. Donc les QHSE, des fois, souvent, c'est la porte d'entrée et souvent, c'est aussi la porte de réalité, de réalisme dans les PME surtout, de qu'est-ce qui se passe sur la transition écologique. Et ce qui est toujours drôle, c'est que c'est très compliqué. Il y a toujours du frein au changement au départ. Mais par contre, quand il y a une action qui marche bien, il suffit d'une action, un truc bête qui fonctionne bien, et tout le monde ne remarque même plus le changement, et que voire même c'est positif pour eux, ah là c'est gagné. Là, c'est gagné parce que, comme tu disais, on réfléchit plus transition écologique de manière technique, savante, avec uniquement des décisions qui sont externes et donc qui nous retombent dessus en tant qu'employé. Et on se dit, oh, je dois faire comme ça parce que c'est la politique de l'entreprise. En fait, non. La réflexion de la transition écologique, elle touche tout, en fait. Elle touche tout. Elle touche à la fois la partie ressources, mais à la fois la partie fonctionnement purement en interne, comme on disait, sur la qualité de vie au travail. Elle fonctionne. Pour moi, c'est une transition d'ensemble. Et moi, je parle même plus, en fait, au final, quand on a ce discours un petit peu transition écologique, énergétique, au final, j'essaie toujours de passer par des arguments, des co-bénéfices autres pour éviter, justement, c'est un peu ce backlash transition environnementale où la perception est mauvaise. Et donc, au final, il va y avoir des co-bénéfices environnementaux, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais d'abord, c'est passé par les usages, c'est passé par le besoin, passé par le fonctionnement, passé par l'utilisation des collaborateurs. Donc, et ça va retomber dessus. Et pareil, c'est pour ça que l'énergie, c'est plutôt facile à parler, parce que le premier argument va être l'argument économique. Et donc, l'argument économique va après engendrer, quoi qu'il arrive, des co-bénéfices environnementaux, si ensuite on cherche à réduire ses consommations. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que, d'ailleurs, dans les sondages, aujourd'hui, j'avais vu que la perception de la transition écologique est en chute libre et qu'au final, même dans la plupart des sphères d'experts, ils ne conseillent plus de parler en fait transition écologique, ils ne conseillent plus d'utiliser le facteur environnemental comme étant un facteur décisif dans la prise de décision, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de désinformation, c'est trop un micmac impossible à comprendre pour les gens qui n'ont pas le nez dedans au quotidien. Donc, au final, vaut mieux utiliser d'autres arguments qui vont retomber dessus. Et moi, je suis un petit peu... je suis un petit peu d'accord avec ça, au final, dans mes discours aussi, de dire, bon ben voilà, on va parler énergie, très bien, on va parler économie, on va parler confort, on va parler utilisation des espaces et besoins. Ouais. Et ensuite, vous allez avoir une retombée. Mais ça, limite, la personne ou le dirigeant qui est engagé, il sera déjà au courant, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, dans les deux cas, il vaut mieux passer par cette approche-là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ce sens très large est quand même très important à expliquer aux auditeurs. C'est que ne pensez pas que technique sur les énergies renouvelables. Pensez bien plus large que ça, puisque ça peut apporter beaucoup de bénéfices pour les salariés, pour la production, pour plein de choses, effectivement. Tu le parlais tout à l'heure de fidélisation aussi des salariés. C'est vrai que c'est des gros sujets des fois qu'on peut avoir dans des entreprises quand on est dirigeant avec le turnover. Si on a un certain confort dans les entreprises, on est plus sujet à y rester. Ouais. Je dis pas que c'est que le critère, mais Ouais. en tout cas, on est plus sujet à y rester. Bien sûr, après, il y a tout l'aspect rémunération, etc. Mais ouais, c'est vrai qu'on a un bel aspect. Merci, William, Avec plaisir. pour Merci pour tout l'invitation. ce spectre que tu nous as lancé, justement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette vidéo. On y prêtera attention, en tout cas avec William, on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à contacter William si vous êtes une PME, PMI, pour parler de ce sujet-là, avoir son conseil d'expert qui vous apporte aussi des vrais sujets et des vraies réponses. Enfin des solutions qui sont viables et pas forcément des choses des fois qui sont un peu sous l'arnaque. Donc vraiment, vous pourrez avoir son contact voilà, via vos questions, sur le commentaire, sur la bio peut-être, la description de la vidéo en tout cas. Et puis merci à toi. Merci à toi pour d'être l'invitation. venu et de représenter aussi la CCI parce que Ouais. c'est important. Aujourd'hui, elle a un rôle important pour ce sujet et il ne faut pas hésiter à vous solliciter pour ça, quoi. Ça marche, merci Fabien. Avec plaisir. Et puis on te retrouvera avec grand plaisir en tout cas de refaire un podcast avec toi parce que je pense que le sujet est aussi très important à approfondir. Et pareil, si vous avez des questions, vous les posez à William. Si vous voulez qu'on retraite un sujet un peu plus tard, on regardera les commentaires et on retraitera le sujet avec plaisir. Avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup. Merci à toi William et puis à très bientôt.